Sinner doit être à 29 kg à peu près. Alcaraz, il est à 25 kg. Ekeri chez les femmes, qui d'habitude était à 40 kg et elle est descendue à 39. Franchement, c'est un peu la Rolls-Royce de la machine. J'ai que le souvenir de Nadal, il fait corder à peu près 100 raquettes sur l'ensemble du tournoi. Oui, on a les joueurs qui ont fait un gap de +2 ou même plus en termes de tension. Et l'histoire comme ça, elle va que j'ai enlevé à ce joueur 8 sur grip posés les uns sur les autres. En 100% boyau, plus aucun joueur. Ah ouais? Les derniers, c'était lesquels? Je pense que c'est Mickaël Liodra. On est dans les coulisses des coulisses de Melbourne. Je vais aller déposer cette nouvelle V-Core accordée et tout vous montrer au passage. Mettez un énorme like et c'est parti. Let's go. Hello Marine. Salut, comment ça va? Écoute, ça roule, hein. Il y a des Français partout ici, c'est Ah incroyable. ouais, il y en a partout. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que tu fais sur le stand cordage? Déjà, bienvenue au service cordage Yonex. Donc là, ça fait 11 ans qu'on est partenaire officiel. On corde ici, donc ici c'est le main stringing room. Et donc on a aussi un autre centre de cordage au NCC. Ok. On a ouvert depuis cette année, donc c'est la petite nouveauté. Et comment est-ce qu'une Française, comment toi tu t'es retrouvée ici? Je crois que tu couvres les 4 grands chelems. Ouais, c'est Tu ça. peux nous expliquer ce que J'ai tu fais avant de nous montrer tous les détails? Ça fait 8 ans maintenant que je travaille dans le service cordage. Donc là, l'idée c'est d'être l'intermédiaire entre le joueur, le coach qui dépose sa raquette et les cordeurs qui eux vont corder les raquettes. Bon, du coup, je t'ai emmené une V-Core. Allez, Est-ce t'as besoin que... je te l'accorde du coup? Ouais, si tu Allez, peux, ça roule. j'ai joué une petite dizaine d'heures avec. Ok. Si on peut la recorder et si tu peux me montrer surtout tous les détails en fait que toi t'enregistres. Pas de soucis, je vais te montrer tout le process. Donc là, ce Ouais. que je vais faire, c'est que je vais me rentrer toutes les infos. Donc le nom de ta raquette, les cordages que tu utilises. Donc là, pour le coup, c'est le Polytour Force. Yes. C'est un nouveau cordage de Yonex. Il te faut quoi comme tension? 22-21 stop. 22-21. Toc. Tu veux un petit logo blanc? Avec plaisir. Allez, parfait. Et il te faut 2 ou 4 nœuds. 4 nœuds, c'est bien? Très bien. Allez, parfait. Combien de raquettes là? On est à, je peux te dire, on est à combien là? 5969 raquettes depuis le début du tournoi. Sachant qu'on est Sachant qu'on jeudi est jeudi de et la qu'il reste première 10 jours. semaine. Il y a les juniors qui arrivent. Donc là, on va avoir encore une grosse vague vendredi, samedi, avec environ 500 raquettes par jour. L'année dernière, vous avez fait combien de raquettes? Presque 8000. Ok. Donc voilà, et on a eu un pic à plus de 800 raquettes à un moment donné. La plus grosse journée, c'est 691 raquettes qu'on a fait. C'est quoi toi tes horaires ici, ton planning? Ça ressemble à quoi pendant ton tournoi? À l'Open d'Australie, c'est cool parce qu'on a des shifts. Donc on travaille 8 heures par jour. Donc ça permet après, tu vois, de pouvoir un petit peu profiter aussi de la ville. Et voilà, c'est pas le cas dans tous les grands chelems ou dans tous les tournois. Il y a des tournois où on travaille toute la journée. Et là, pour le coup, ici, c'est vraiment cool parce qu'on a vraiment le temps de pouvoir de bouger, de faire autre chose, de voir des amis, d'aller un peu à la plage. Donc voilà, c'est cool. Très bon ça. Donc là, je vais te montrer tout le process de A à Z de quand tu déposes la raquette à quand elle sera terminée. Juste pour te montrer ici, on a un peu toutes les raquettes qui sont prêtes. Donc là, c'est un peu vide parce que du coup, le tableau, le premier tour est passé. Et donc, comme tu vois, on le met par ordre alphabétique pour qu'on puisse s'y retrouver. Et là, du coup, une fois qu'on a pris les commandes, on les dépose ici. Et ici, c'est là où on coupe. Là, c'est assez calme, tu vois, le jeudi, c'est assez calme, mais ça peut nous arriver d'avoir au moins 50 raquettes en attente à couper parce que justement, on est au desk, on a pas le temps de les couper. Et tu vois, on a même cette année une petite nouveauté, on a une machine. Ça coupe les cordages et à la fin, ils produisent des lunettes de soleil. En gros, Ah ouais. je te montre. Tu mets les cordages à l'intérieur, Ouais. et après, ça te fait ça. Et tu vois des petits bouts de cordage. Ouais. Et avec ça, en fait, ils font des lunettes de soleil. Qui a l'initiative de ça? Je pense que c'est Tennis Australia. Et tu vois, maintenant, dans chaque grand chelem, en fait, on est obligé de distinguer parce que là c'était du poly, mais des fois, tu as du gut. Donc le gut, c'est ça, c'est du boyau. Ouais. Et donc, en fait, le boyau et le poly, ça se recycle pas de la même manière. Donc, D'accord. En fait, on doit faire une différence. Maintenant, ils sont très dans tout ce qui est écologie. Et voilà, faut pas mélanger les deux. Maintenant, une fois qu'elle est découpée, je prends le cordage. Donc là, pour le coup, toi, tu me l'as donné directement. Mais sinon, ici, tu vois, on a toutes les bobines des joueurs. Comme ça, en fait, ils ont juste à déposer les raquettes. Nous, on garde les bobines et à la fin, s'ils ont perdu, ils viennent récupérer leur cordage. Je te présente juste Jim, qui est du coup le head corder. Donc, c'est lui qui manage toute l'équipe, qui gère les flux, etc. Donc, c'est grâce à lui que tout fonctionne super bien. Nice to meet you, Jim. Voilà, là, c'est Lucas, notre corder français, qui va te corder ta raquette. Et juste, on peut terminer un peu la visite ensemble? Il y a 22 cordeurs en tout entre ici et le NTC, donc le centre national. Et il y a 12 nationalités. Dernier endroit de la salle, donc une fois que les cordeurs ont terminé de corder, ils vont venir ici. Et puis en fait, ils vont mettre le petit logo. Donc tu vois, là, je t'ai pris une raquette en fait où en fait, tu as
t'as le logo rouge. Voilà, c'est pour habiller la raquette et surtout c'est pour que en fait la marque soit visible. Et la toute dernière étape après pour les cordeurs, c'est de pouvoir mettre ici la petite étiquette avec toutes les informations. Donc en fait tu colles comme ici pour que la joueuse la joueuse ou le joueur puisse vérifier que ça a été cordé avec la bonne tension, pour le bon jour, avec voilà bonne prise stretch s'il y en a. Enfin voilà. Merci. Comment ça va mon Lucas? Ça va et toi, Max? Écoute, ça ira encore mieux quand cette petite V-Core sera cordée. Donc voilà, Polytour force en montant et en travers. On va faire que les montants avec toi, comme ça, les travers, on ira dans l'autre salle de cordage avec Monsieur Brémard. Toi déjà, ça fait combien de fois que tu es ici à Melbourne? Alors, c'est mon 5e Australian Open avec Yonex. J'ai eu la chance de faire les 3 autres en privé, donc Roland, Wimbledon et l'US Open. Parce qu'en fait, tu as des cordeurs privés pour certains joueurs qui veulent des demandes très spécifiques et les cordeurs, on va dire, un peu plus grand public pour tout le reste des joueurs du tableau, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Quelle est la spécificité ici de la salle cordage à Melbourne? Alors, ici, on est un peu dans un endroit qui est un peu le passage obligé, parce qu'on est en fait dans le souterrain, qui est sous le Rod Laver. Ouais. Donc voilà, qui est très accessible aux joueurs et qui est assez pratique pour eux. T'as des joueurs qui viennent te parler un peu, te demander des conseils sur le cordage et tout? On peut avoir, ouais, surtout au début du tournoi, quand les joueurs n'ont pas encore trop pris leur marque au niveau de la température ou des balles. C'est quoi les demandes ici les plus spécifiques en rapport à la chaleur peut-être, au changement de température? Les tensions, généralement, il faut monter le cordage pour avoir un petit peu plus de contrôle et pour éviter que la corde se détende. La moyenne de tension, je pense qu'on va être aux alentours des 24-25. Ah, c'est assez élevé. Oui, on a les joueurs qui ont fait un gap de +2 ou même plus en termes de tension, donc ce qui est quand même assez énorme. Bon, je vois que tu enchaînes déjà très fort là. Tu dirais que tu es à combien de temps en moyenne sur une raquette? Je suis en dessous des 20 minutes, c'est à peu près ce qu'on nous demande, 3 raquettes dans l'heure. Et combien de raquettes par jour? Entre 30 et 40 raquettes. Ouais. Une journée type, on va commencer à peu près entre 7h30 et 8h le matin, jusqu'à 19h30, 20h le soir. C'est assez rare qu'il y ait des femmes dans une salle de cordage, là j'en vois plusieurs. Effectivement, cette année, je pense qu'on est sur le record. Les Yonex, ils ont cette volonté de diversifier un peu le métier et d'avoir de plus en plus de filles dans l'équipe. Et la machine Yonex, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Toi qui as dû corder sur un peu toutes les machines du marché. Ouais. Pour ma part, c'est la machine que je trouve la plus agréable à corder. Par rapport au modèle précédent, tu as des petites modifications. C'est-à-dire que tu as des boutons qui sont un petit peu plus gros, donc c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable de corder dessus. Pour bloquer ce plateau, généralement tu as une molette ici, là tu as vraiment un bouton automatique. Ok. Tu as la possibilité de la monter ou de la baisser avec ce bouton-là. Ouais. Tu peux l'incliner effectivement un petit peu. La petite particularité peut-être, c'est ces 2 petites prises USB qui sont quand même très sympas. Franchement, c'est un peu la Rolls-Royce de la machine. Et tu mets quoi sur l'iPad? Tu peux mettre un petit peu plus ce que tu veux, mais oui, on met surtout toutes les infos qui sont de l'ordre des raquettes qu'on a à rendre, etc., etc. Mais oui, potentiellement, tu peux voir sur les écrans devant, ils suivent un petit peu les scores. Est-ce que tu peux nous parler des conditions offertes aux joueurs? Je crois qu'ils ont quelques pauses offertes par match. Effectivement, en Australie, tu as 5 raquettes qui sont offertes du coup par tour. Je pense que ça va être surtout les joueurs qui sont en qualif, etc. à potentiellement utiliser le service un petit peu plus, effectivement. C'est quoi la moyenne de pauses par jour pour un top joueur? Je dirais 4 raquettes chez les filles. Et chez les hommes, on fera une de plus, je dirais vers 5. T'es le seul français là dans la salle. Est-ce que tu as appris des tips en échangeant avec d'autres cordeurs? C'est sympa parce que tu vois qu'en observant, alors que ce soit dans les mêmes pays ou dans d'autres, oui, il y a des cordeurs qui ont d'autres techniques, d'autres façons de faire. Dans la façon dont tu vas passer les travers, t'en as qui vont sortir complètement la corde à chaque passage. Il y a plusieurs Japonais qui utilisent cette technique-là, donc voilà. Bon, on en est au nœud. Tu as plus de demandes de 2 ou 4 nœuds. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence? On est à 99% de 4 nœuds. Actuellement, on a très peu de joueurs qui demandent du 2 nœuds. Je pense que c'est une tendance qui est un petit peu passée. Est-ce que ça permet d'avoir moins de perte de tension peut-être ou pas forcément? Théoriquement, le nœud fait que tu perds un petit peu plus de tension. Maintenant, vu que cette corde-là et cette corde-là ont une surtension, ce qu'on appelle une surtension, pour éviter la perte par rapport au nœud.
Bon, ça va, t'es pas trop rôti? Ouais, pour l'instant, ça va. Merci beaucoup pour les montants. Avec plaisir. Et on va le chercher ce match, lâche pas, 5e Australian, félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous donnez? Moi ça m'impressionne, le volume d'heures, de raquettes et de mètres de cordage que vous déployez, donc bravo mec. Avec plaisir. Et maintenant, je vais aller voir ce bon Xavier Brémard au National Tennis Center qui est de l'autre côté, qui est une nouvelle salle depuis cette année. Exactement, ouais, c'est la première année où on opère sur 2 salles. Bon, il va tout m'expliquer là-bas. Merci mec, Avec et plaisir. on se recroise un peu plus tard. On fait ça. On est au National Tennis Center et donc là il y a la 2e salle de cordage et on va aller rencontrer le bon Xavier qu'on a déjà rencontré plein de fois si vous avez vu les autres contenus de cordage qu'on a pu faire. C'est juste là, c'est un peu plus petit mais ça envoie du steak. On continue. Donc voilà, centre national où s'entraînent les jeunes pépites toute l'année, où il y a des cours d'entraînement aussi pour le tournoi, indoor juste là, outdoor de l'autre côté, le 2e temple du cordage. Hi guys. Donc là c'est un petit peu plus petit, 6 machines et le Xav qui est juste là. Comment ça va mon Xav? Eh ben ça va pas mal. La Et toi? forme? Bah écoute, on est là 14-15 heures par jour. Donc, Ça tire? ça tire un peu, mais écoute, on commence à avoir l'habitude. C'est ton combien d'Australian? C'est mon 7e Australian Open. Et combien de grands chelems en tout? 22. Et donc Xav, là on est dans une nouvelle salle cette année qui a été Ouais. inaugurée. Tu peux nous expliquer le pourquoi du comment? C'est pour un meilleur service aux joueurs. Donc c'est une demande du tournoi d'avoir un 2e service cordage plus près des terrains d'entraînement. Il y a 8 terrains intérieurs. Ici c'est réservé uniquement aux joueurs. Ils ont la salle de muscu qui est à côté. Que tu fréquentes régulièrement? Exactement, t'as vu ce corps d'athlète? T'es Voilà. assidu. Exactement. Et là-bas on a tout ce qui est soins, non? Oui, il y a des soins aussi. Il y a des- Piscine, bassin, Exactement. bain d'eau chaude, bain d'eau froide. Exactement. Donc c'est une réplique de la grande salle mais en miniature. 6 machines, donc on a déjà un cordeur qui est parti là. Ah ouais. Donc il n'y a plus que 5 cordeurs ici. On a un mini desk avec 2 hôtesses. Voilà. Et puis là, donc on a une cordeuse australienne, un cordeur japonais, une cordeuse coréenne et un cordeur coréen. Et puis l'américain Julian qui est parti hier soir, malheureusement, mais ça fait partie du. On t'embrasse Juliane. Très bien, merci pour cette petite visite guidée pour démarrer. On vous offre le meilleur conseil cordage de Xavier, cordeur pro depuis la nuit des temps. Vous l'avez compris, en bonus de la vidéo, les légendes. Et c'est un conseil un peu contre-intuitif pour optimiser votre cordage ainsi que votre capital santé au passage, en évitant les blessures et en progressant donc à cette partie de la raquette que sont les cordes et qui sont souvent sous-exploitées. C'est offert en commentaire épinglé, vous nous remercierez après. Foncez. Xav, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés pour cette Open Australie 2026 à préciser? Non, c'est les habitudes là qui changent un peu. D'accord. On est surpris un petit peu et c'est une tendance actuelle sur les services cordage autour du monde. C'est la place que prennent les raquettes on courtes. Les raquettes pendant le match. T'as de plus en plus de on courtes accordées. T'as de plus en plus de joueurs qui veulent des raquettes fraîchement cordées. Des raquettes cordées du matin ou juste avant un match. Voilà, donc ça c'est une tendance, ce qui change un peu la donne, ça change aussi la donne, on sait qu'il y a des cordeurs privés, du coup ça va être un peu plus dur pour eux parce que c'est un des rares services qu'ils ne peuvent pas offrir, Ok. n'étant pas sur place. Et c'est vrai que pour notre travail ça le rend un petit peu difficile, donc là pour te dire, je crois qu'on était à 5990 raquettes il y a un quart d'heure, on va passer les 6000 raquettes, donc c'est déjà plus que l'Australian Open 2020. Non, mais c'est hallucinant. Ça va aussi avec l'évolution, je pense, du price money. Il y a plus de budget, donc si à la limite, le joueur se dit si je fais corder 4 raquettes de plus, j'ai plus de chance, il met plus de chance de son côté. Donc ça fait qu'on corde plus chaque année. C'est quoi le drop de tension pendant une nuit que les joueurs veulent éviter pour franchement corder? Ouais, c'est 1 kilo, on va dire à peu près. Ok. Je sais pas si tu connais, c'est le petit DT, la petite machine. Ça te montre la tension dynamique. Et en fait, on sait que pendant une nuit, on perd à peu près en moyenne 2 points de tension dynamique. Et 2 points de tension dynamique, c'est 1 kilo. D'accord. Et que je corde une raquette à 15h ou à 19h, le lendemain matin, elle aura perdu ses 2 points de tension dynamique. Alors il y a 2 facteurs. L'Australian Open, c'est la chaleur. Donc il peut faire très chaud. Donc les cordages se détendent plus vite. Et puis il y a la frappe de balle. Les grands joueurs Yonex, Shelton, ça frappe très fort dans la balle. Donc plus tu frappes fort, plus le cordage se détend. Est-ce que tu as les tensions de quelques stars en tête? Sinner doit être à 29 kg à peu près, 29 ou 28. Alcaraz, il est à 25 kg. Tension la plus haute et la plus basse demandée? C'est en baisse, même pour la plus haute. Et Kerry? Et Kerry chez les femmes. Donc qui d'habitude était à 40 kg et elle est descendue à 39. Donc voilà. Et la machine Yonex peut aller au-delà de 40 kg? Non.
Non, non. Donc ça Voilà. va. On est Non. limite. On est limite, de toute façon, bon, elle le sait. Moi, alors j'ai pas cordé Adrian cette année, mais je l'avais cordé sur un tournoi exhib juste avant de venir, où il était descendu en dessous des 10. Il était à 9,5 ou 9, mais on était en indoor. Donc là, je pense qu'il est remonté sur 10-11 kilos. La majorité des joueurs jouent en monofilament, boyau ou multi. La grande majorité des joueurs aujourd'hui jouent en monofilament. Et pourquoi? Ça apporte quoi? Et donc c'est les cordes les plus rigides, hein. Ça apporte énormément de contrôle. C'est des cordes qui peuvent être façonnées. Et donc il y a ce fameux snapback avec les monofilaments qui permettent de mettre plus de lift. Ouais. Et puis après, tu as les monofilaments qui sont carrément façonnés, donc qui ne sont pas complètement ronds. Et donc qui peuvent offrir beaucoup plus d'accroche. De gratte? Exactement. C'est lequel le mono chez Yonex? Ils ont toute une gamme très très large. Yonex, donc Polytour Pro, le plus classique, avec pas mal de rendement. C'est pas le plus rigide du marché justement, il offre un bon compromis. Donc un cordage qui a été utilisé par Kyrgios, par plein de joueurs. Ils ont un bleu qui s'appelle Polytour Spin, qui est façonné, donc comme son nom l'indique, Polytour Spin pour prendre plus d'effet. Ouais. Et le multifilament apporte quoi par rapport au mono? Il est moins traumatisant, il est plus confort, il est plus dynamique. En fait, la balle part plus vite Ouais. sans que tu aies à forcer. Ok. Tu as besoin de moins d'énergie en fait pour faire avancer la balle. Contrairement au monofilament qui est très rigide, ce qui fait avancer la balle, c'est la déformation du cordage, hein, c'est ce fameux effet trampoline. Ouais. Et en fait, il faut, sur un mono qui est rigide, il faut de l'énergie, il faut de la force pour déformer la corde et pouvoir restituer de la puissance en fait. Et le boyau, qu'est-ce qu'il apporte? C'est l'origine des cordages, hein. Le multifilament, c'est ce qui a été fait en synthétique pour remplacer le boyau. D'accord. Le boyau, c'est une corde naturelle, c'est d'intestin de bœuf. C'est une corde qui coûte cher déjà. Le rendu du boyau, en fait, en termes d'élasticité, c'est la corde la plus élastique. Après, il y a la grosse qualité du boyau. C'est une corde qui a très peu de perte de tension. Et par contre, c'est une corde plus fragile. Sur 100 gars dans le top 100, combien jouent en boyau? En 100% boyau, plus aucun joueur. Ah ouais? À ma connaissance, hein. Mais bon, je fais quand même pas mal de tournois. Les derniers, c'était lesquels? Je pense que c'est Mickaël Liodra. Ouais, mon Mika, il est là. Ouais, sur le circuit, je pense que c'est Mickaël Liodra. En full mono, 3 quarts, je dirais, et un quart en hybride. Sachant que dans les hybrides, t'en as qui jouent avec du boyau, monofilament et boyau. T'en as qui jouent monofilament et multi, ça se voit moins. Est-ce que tu connais des joueurs ou des joueuses qui voyagent encore avec leur machine? Pas dans des grands chelems comme ça. Ouais. Sur des petits tournois, sur des challengers, on sait qu'il y en a un. Je sais que les frères Bertimon voyagent avec leur machine. D'accord. On est plus en futur, ouais. Est-ce Voilà. que tu as des petits moments de magie, justement, comme ça, quand tu arrives sur le site et qu'il n'y a personne et que tu es là à la fraîche? Tu peux nous décrire un peu ce sentiment? On essaye d'être comme à la maison, hein. Comme je t'ai dit, on passe 14-15 heures dans la salle de cordage. Alors surtout en début de tournoi. Donc on essaye d'être le mieux possible. Tu vois, j'ai mon petit endroit, j'ai mon petit café, ma petite plante verte. T'es bien là? Si je me sens un peu trop seul, je peux parler à ma plante verte. Bon, Sympa. elle est fausse cette fois-ci, mais bon. De l'autre côté, ils ont les iPads sur la machine. Ici, vous avez un écran, pas besoin? C'est ça. Non, oui, on n'avait pas d'iPad, donc j'ai accès à l'application via mon téléphone. Ok. C'est une petite application qui dit en temps et en heure ce que je dois accorder. D'accord. Il y a des moments de solitude aussi. Une fois, tu veux rendre service, tu as un joueur qui... Souvent, tu sais, les joueurs, ils tapent quand même très fort en coup droit, surtout ceux qui tiennent la raquette très en bout, là. Et en fait, souvent, tu as le manche le talon du manche qui bouge un peu. Donc bon, ça fait partie de nos attributions. Ils veulent qu'on refixe le manche, qu'on le recolle ou qu'on le réagrafe. D'accord. Parce que j'ai vu qu'il y avait un petit forfait custo à 60 $. Oui. Vous faites quoi là-dessus? Non, là sur la custo à 60 $, c'est de la custo un petit peu sérieuse. Poids, équilibrage, inertie. Souvent, le mois de janvier en Australie, les joueurs arrivent avec une série de raquettes neuves. En fait, souvent, c'est les nouveaux modèles où ils ont eu leur dernière série au mois de décembre. Ils n'ont pas eu le temps de faire customiser. Et là, ils arrivent en janvier, la saison reprend. Et donc, non, j'ai le petit coup de ce joueur à qui je refixe le manche de raquette. À ma grande surprise, pour refixer l'embout du manche, t'enlèves les grippes et surgrippes. Et en fait, je me retrouve un peu comme Jeff Tuch. Je découvre, j'enlève un premier surgrip et là, je découvre un deuxième surgrip. Ok. Et sous le deuxième surgrip, un troisième surgrip. On peut mettre combien de surgrips comme ça? Et l'histoire comme ça, elle va que j'ai enlevé à ce joueur 8 surgrips posés
les uns sur les autres. Je lui ai quand même demandé pourquoi il avait 8 sur grip. Alors déjà, il me disait qu'à la base, il aimait pas jouer avec un grip d'origine. Au final, il avait trouvé qu'avec les 8 sur grip, c'était très bien pour lui. Alors, bien entendu, j'ai enlevé les sur grip, j'ai refixé son embout. Par contre, je n'ai pas reposé les sur grip, je lui ai laissé gentiment le faire. Voilà. L'ambiance, elle est comment dans une salle de cordage? Elle est studieuse. Après, il y a des moments où on rigole bien, des petits moments où il faut un petit peu relâcher la pression parce que justement à gérer ces raquettes express et ces raquettes on courte et ce flux de raquettes. Et c'est un métier qui est quand même assez difficile, où voilà, t'as Ouais. la posture debout, t'as les mains qui prennent cher, t'as l'amplitude horaire, le Exactement. volume de raquette. Exactement. Et qu'est-ce qui l'emporte? Est-ce que c'est le prestige d'être sur un grand chelem? Est-ce que ça paye bien? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça? Ah, c'est une bonne question. Après, comme tu dis, amplitude horaire. Donc déjà, c'est un métier passion. On n'y vient pas par hasard. Hein. Souvent, on vient à ce métier-là parce qu'on aime le tennis. Après, le salaire, on n'est pas trop mal payé. Mais comme tu dis, après, comme il y a des grosses amplitudes horaires, si on ramène ça au taux horaire, en fait, on n'est pas bien payé. Ok. C'est vrai que faire un grand chelem, c'est toujours... on est assez fiers de se retrouver sur un grand chelem. Après, ça fait pas non plus bouillir la marmite, hein. Faut faire des tournois tout au long de l'année. Mais écoute, non, c'est vraiment métier passion. C'est pareil, on est indépendant, donc on va payer nos charges. Donc quand on arrive à être payé, on va dire à peu près 200 € sur un tournoi Par jour? par jour, ça commence à être correct. D'accord. Mais c'est pas le cas sur tous les autres tournois. Voilà, t'as des marques, je vais pas les citer, où t'es plutôt à 140 € la journée, donc ça fait un gros delta. Alors, on a posé des questions à la communauté. La différence entre 2 et 4 nœuds. Ce qui est utilisé par les joueurs aujourd'hui, c'est 98%, c'est du 4 nœuds. Voilà, sachant que le 4 nœuds, c'est la méthode, c'est le passage obligé si tu veux faire de l'hybride, puisque tu poses 2 bras de corde différents. On va dire que c'est la méthode la plus universelle. Et globalement, si tu demandes du 4 nœuds à tout le monde, tu vas avoir le même travail. Si tu demandes du 2 nœuds à tous ces cordeurs-là, tu peux avoir Et delta. des deltas, voilà. Quel est le joueur et la joueuse qui ponce le plus le service cordage? Les grosses séries, c'est des joueurs qui vont faire corder 11-12 raquettes par tour. J'ai que le souvenir de Nadal l'année Covid, quand il avait fait le 250 et qu'il avait gagné le tournoi derrière sur Medvedev, où il reste un mois globalement à Melbourne, et il fait corder à peu près 100 raquettes sur l'ensemble du tournoi. Il est là, mon Rafa. Toujours dans notre cœur, Est-ce qu'il existe encore du boyau 100% naturel Bien. en animal? bien sûr. Un membre de la communauté a entendu dire que c'était inutile de prendre un mono s'il ne casse pas. Vrai ou faux? En tant que petit joueur club, je serais du même avis. C'est qu'à la base, les monofilaments, la première qualité du monofilament, c'était une corde très résistante. Comme on l'a dit, il y a ce problème de perte de tension. S'il est très résistant et que en fait, tu sais qu'au bout de 15 heures de jeu, de toute façon, le cordage est rincé, si tu le casses pas, il n'y a aucun intérêt à jouer dessus. La config la plus utilisée sur le circuit par les joueurs et joueuses. La configuration la plus utilisée, on va dire, c'est une tension moyenne à 23-22 kg, avec la même corde, mais cordée en 4 nœuds. Le meilleur cordage Yonex pour plus de contrôle de balle. Alors je connais pas toute la gamme sur le bout des doigts. En attendant, pour moi, le Polytour Pro, et c'est vraiment un top cordage chez eux. En quelle jauge tu le prendrais? 130 ou 125. Est-ce qu'il y a besoin d'une formation particulière pour corder chez les pros comme ça? Ou c'est l'expérience qui prime? Alors l'expérience prime forcément. Besoin d'une formation, c'est comme toute activité. Si tu te formes, c'est un plus. Tu pars directement avec les bonnes bases de travail. Il en existe des formations? Il existe des formations cordage, exactement, oui. Il y a une question intéressante là, et je te la pose parce que je partage le sentiment de la personne. Jérémy, est-ce que tu cordes plus de Yonex que l'année dernière? Il dit, j'ai l'impression d'en voir partout. Et là, on est dans la salle de cordage, il y a 4 cordeurs. Sur 4 cordeurs, il y a 3 Yonex. Et j'ai remarqué un peu ça depuis que j'ai filmé, depuis que j'ai commencé à filmer. Mais alors, c'est pas nouveau depuis cette année. Hein. Je sais pas quelle est la place qu'occupe Yonex aujourd'hui, mais en nombre de joueurs et joueuses qui utilisent la marque sur le circuit, ces 5 dernières années, c'est juste exponentiel. Tu sais pourquoi? Déjà, les cadres plaisent, ça c'est la base. C'est que les joueurs, à un moment donné, ils veulent optimiser leur performance et que ils testent dans toutes les marques. Et qu'à un moment donné, si tu leur donnes un cadre à essayer et qu'ils aiment, déjà c'est un des premiers critères. Et le côté isométrie plaît particulièrement aussi? Tu peux rappeler ce qu'il apporte? Cette forme de cadre particulière permet d'augmenter la taille du sweet spot.
donc d'avoir plus de rendement, plus de puissance. Les Yonex se sont un tout petit peu arrondis, hein. C'est vrai qu'il y a 15 ans en arrière, les formes de tamis elles étaient un peu plus carrées, c'était un peu plus accentué, c'est ce qui fait qu'en France ça décollait peut-être pas aussi bien que ça devrait décoller. Ouais. Et les joueurs français, ils voulaient des raquettes qui ressemblent à des raquettes. Alors que sur le marché américain et le marché japonais, ça a explosé depuis des années. Les joueurs club, je sais pas, qui se foutent un petit peu de l'aspect de la raquette. À partir du moment où ils l'essayent et qu'ils ont l'impression de mieux jouer avec une raquette, bingo quoi, ils achètent. Le fait d'augmenter sweet spot, t'augmentes la puissance de la raquette grâce à la forme de tamis, permet de ne pas avoir des poids exagérés, trop lourds, ou des équilibres trop en tête. Ok. Donc c'est une marque qui a pris très très tôt chez les femmes, pour la simple raison qu'en fait, comme la forme de cadre permettait de générer plus de puissance, la marque n'avait pas besoin d'équilibrer trop la raquette en tête, comme on a pu voir sur d'autres marques, ou avec des systèmes, le système Hammer, ou le système marteau, des raquettes très légères, mais avec le poids très très en tête, pour compenser la perte de puissance. Donc on avait des raquettes puissantes de par la forme du tamis, mais bien équilibrées, donc plus maniables. Okay. Et au final, il y a ce compromis puissance-contrôle qui est très intéressant et qui est un peu paradoxal parce que généralement, quand tu gagnes en puissance, tu perds en contrôle et inversement. Et en fait, sur la Yonex, les gens qui testent, ils sont agréablement surpris et ils trouvent que souvent, il y a un très très bon compromis, un très bon équilibre puissance-contrôle. Alors juste précision, sweet spot, c'est vraiment le point de contact le plus centré possible. Exactement. C'est marrant, ils passent les cordes différemment les deux là. Oui. Au niveau technique de passage de travers, c'est souvent tu pousses la corde ou tu la tires. Donc moi je tire la corde vers moi, certains la poussent vers l'avant, l'extrémité. Et puis là, je sais pas quel nom a cette. C'est une machine à tricoter. C'est ça aussi la richesse de la salle de cordage, c'est d'avoir toutes ces nationalités avec des techniques. Un peu chacun ses techniques. Tout à fait. Comment ne pas déformer le cadre? Alors justement, pour le déformer le moins possible, déjà sur le passage des montants, on part vraiment du centre de la raquette et on équilibre les tensions. C'est-à-dire que dans un monde idéal, et pas dans un monde idéal, c'est ce qui est fait sur le service cordage ici, c'est que si tu veux moins déformer le cadre, tu cordes. C'est censé corder une corde à droite, une corde à gauche, une corde à droite, une corde à gauche. Okay. Et ainsi de suite. Et après, comme on le voit sur le passage des travers là, on commence toujours les travers du haut du cadre et on redescend vers le cœur. Tout simplement parce que c'est des histoires aussi de déformation. Le cœur, c'est une pièce qui est rapportée. Et en fait, le cœur, c'est la partie qui se déforme le plus sur une raquette. Par contre, la tête de raquette est une partie plus solide qui se déforme moins. Donc en fait, on sollicite la partie la plus solide en premier et on revient pour terminer sur le cœur. Et puis là, comme tu peux voir, sur cette raquette, typiquement, on a de la customisation directement, les bandes de plomb, petites bandes de plomb Yonex là qui sont collées. Donc là, dans le cas présent, sur cette raquette, c'est à 3 et 9 heures. Donc c'est pour apporter un peu plus de stabilité à la raquette. Et donc là, on est sur un montage hybride avec deux monofilaments différents. On a un Polytour Strike de chez Yonex sur les montants et on a un Polytour Pro un petit peu plus souple sur les travers. Voilà, et comme sur toutes les raquettes, petit logo à la fin. Donc sur Yonex, il y a différentes tailles de logos. Donc là, tu es sur un tamis 100. Donc on utilise le grand format. Voilà. Et après, comme sur toutes les marques, il y a tout un protocole pour faire le logo. Il y a un sens pour faire le logo qui est indiqué sur le pochoir. Et le bon sens, c'est qu'il faut que le Yonex soit sur la gauche du cadre. Et là, je vais pouvoir faire mon logo. Et c'est pareil. Cordage rouge, ça sera logo blanc du coup. Hop. Bien sûr, c'est deux faces. On n'oublie pas de tourner le pochoir pour faire l'autre côté. Et voilà, tu vas pouvoir aller envoyer des souches. C'est bon ça. Merci mon Xav. Impeccable. Et à la fin, tu vois, pour chaque joueur du tournoi, la petite fiche de suivi. Il y a ton nom, savoir quand est-ce qu'elle est, pourquoi elle a été prévue, quelle heure, avec toutes les spécificités. Et comme sur un petit bagage. Et puis à l'intérieur, tu as le petit sticker qui rappelle la date et la tension qui était demandée. Stylé. Merci monsieur Bremard. Atelier Custo. Voilà, atelier custo, donc avec la machine Yonex. Donc je pose ta raquette sur la balance, c'est une balance 2 axes. Ça va prendre son poids en manche et en tête. Ça donne un poids total de raquette cordée et ça va te donner très précisément l'équilibre de ta raquette. Donc là, tu es à 33,2 d'équilibre
était à 317 grammes Cordé. de poids cordé. Voilà. Et après, on va venir chercher l'inertie de la raquette. Et 332 d'équilibre, ça veut dire quoi? C'est 33 cm d'équilibre. Ça veut dire quoi? Elle est légèrement en tête cordée. Parce que t'as tes 18 grammes de cordage en plus. Et poids en tête, ça apporte quoi? Un petit peu plus de puissance. Et c'est pas une raquette équilibrée en tête naturellement. Mais c'est le fait de rajouter le poids du cordage, voilà, ça le décale un peu par rapport au poids non cordé. Et là, donc, on est allé chercher l'inertie de la raquette. Donc, ça nous donne le swing weight de la raquette, qui est 322,5. Ça veut dire quoi? Donc, l'inertie, c'est le terme physique en français. Mais moi, je préfère le terme anglais qui est swing weight. En fait, le swing weight, donc, c'est le poids de ta raquette en mouvement. Voilà, plus ton swing weight est élevé, plus ta raquette est puissante. Mais par contre, plus elle est exigeante. Ok. Et donc ça c'est une nomenclature, enfin la nomenclature c'est une valeur qui est donnée en kilogrammes au centimètre, par centimètre carré. Et donc là, on est sur une exigence importante sur la V-Core ou ça dit quoi? Non, ça va, là c'est sur la V-Core de base, la V-Core 100. Donc les spécifications sont marquées sur le cadre, c'est la V-Core 100, qui est sur une raquette à 300 grammes non cordée et à 32 cm d'équilibre. Donc 32 c'est un équilibre de raquette neutre. La différence, on a rajouté 17-18 grammes de cordage, donc forcément ça décale un petit peu l'équilibre. Merci, monsieur Bremard. Allez là, Ça claque. on va le chercher ce tournoi. Ce nouvel Australian Open, le 6e, hein? 7e pour moi. 7e. Ouais. Merci d'avoir pris le temps, mon Xav. Ouais, y a J'ai pas de quoi, Max. J'ai passé un super moment comme d'hab. Allez. C'est très cool de découvrir les deux salles en plus cette année. Et puis à la prochaine. Ouais, et puis t'es venu me filmer, et puis du coup tu vas les taper, puis c'est moi qui vais venir te filmer sur le terrain. Allez, c'est bon ça. Mettez un like à cette vidéo. Allez vous abonner à l'insta de Yonex France et de Xavier Bremard au passage. Et à très vite. Ciao. Salut. Mon cul derrière. Je parlais un peu en français. I can see, I can tell. Ça part en couille. Je dis bah voilà, c'est Lucas, notre cordeur français. Et après, on termine. Ça fait 29 fois que je le dis. Marine, c'est 3 phrases. Attends. Je peux pas là. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur le cordage à l'Open d'Australie. Merci à Yonex de nous avoir permis de la tourner. Surtout, likez, commentez, c'est hyper important. Mais le plus important, c'est de récupérer le meilleur conseil cordage de Xavier en bonus de la vidéo Les Légendes. C'est un conseil un peu contre-intuitif pour optimiser votre cordage ainsi que votre capital santé au passage en évitant les blessures. Xavier est cordeur pro depuis la nuit des temps. C'est pépite, ça vaut de l'or. Et c'est offert en commentaire épinglé. Vous nous remercierez après. À bientôt. Bisous. Ciao. Et bye.